première radio d'information en République démocratique du Congo. Bienvenue à cette grande édition d'information. Tout de suite les titres. Top Congo FM. Edi Kapende est sorti de prison ce vendredi après près de 20 années passées en détention. Il fait partie des 23 personnes bénéficiaires des mesures collectives de la grâce présidentielle qui ont quitté la prison centrale de Makala. Ces personnes étaient impliquées dans l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Selon le vice-ministre de la Justice faisant fonction du vice-premier ministre et ministre en charge de la Justice, cette grâce présidentielle n'efface pas les crimes. Top Congo FM. Répartition des postes au sein de l'Union sacrée. Moïse Katumbi n'exige rien. C'est ce qu'affirme Francis Kalombo, bien qu'il soit à la tête du regroupement politique de plus de 70 élus selon son porte-parole adjoint. Moïse Katumbi rentre à Kinshasa pour notamment poursuivre les discussions avec le chef de l'État et échanger avec l'informateur. Mais il n'exclut pas la possibilité de discuter des noms des candidats à présenter à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Top Congo FM. Audit du bureau Janine Mabunda. Les inspecteurs de l'IGF sont signalés à l'Assemblée nationale pour un contrôle financier du bureau déchu. Un membre du bureau d'âge qui confirme avoir vu les inspecteurs de l'IGF dans l'enceinte de la chambre basse du Parlement indique que son bureau attend d'échanger avec ces inspecteurs pour s'enquérir davantage de leur ordre d'émission. Top Congo FM. Les sinistrés des pluies diluviennes du 25-26 novembre 2019 qui restaient à la maison communale de Lemba attendent toujours une solution définitive leur promise par le gouvernement central. Après avoir obtenu une solution palliative de la part du gouverneur de la ville pour rentrer dans leur famille, certains sont rentrés habiter là où le sinistre avait eu lieu. Top Congo FM. Coupure des chaînes congolaises sur satellite. La RDC n'a pas payé la facture de RASCOM, Organisation régionale africaine de communication par satellite. Le ministre de la Communication et Médias qui confirme cette information précise que la RDC a payé un acompte, mais RASCOM exige la totalité de son argent. David Jolino Makelele révèle qu'après négociation, la totalité de cette facture s'élève à $500,000 américains. La RDC a déjà payé plus de $380,000. Voilà tout pour les titres. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mami Tchela. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Edi Kapende est sorti de prison ce vendredi après près de 20 ans passés en détention. Il fait partie des 23 personnes bénéficiaires des mesures collectives de la grâce présidentielle qui ont quitté la prison centrale de Makala. Ces personnes étaient impliquées dans l'assassinat de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila. Selon le vice-ministre de la Justice faisant fonction du vice-premier ministre, ministre en charge de la Justice, cette grâce présidentielle n'efface pas les crimes. Détail avec Cyril Milandou qui était à la prison centrale de Makala. Le vice-ministre de la Justice a déclaré que pour des raisons humanitaires, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé la grâce collective à certains Congolais qui étaient privés de leur liberté depuis près de 20 ans. Il a rappelé aux bénéficiaires de la mesure de grâce présidentielle que celle-ci n'efface pas les crimes et elle n'est pas un chèque à blanc. Si les bénéficiaires, certains, se retrouvent à nouveau dans une situation répréhensible, il y a risque qu'ils se retrouvent encore dans les mêmes conditions. Le vice-ministre a ajouté que la grâce présidentielle ne veut pas dire effacer les crimes qu'ils avaient commis. Les bénéficiaires ont donc intérêt à se réinsérer dans la société et vivre décemment. Cette libération des condamnés n'est qu'une première étape, a déclaré le vice-ministre de la Justice. Cette mesure collective de grâce présidentielle va s'étendre dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. À la sortie de la prison centrale de Makala, le colonel Edi Kapende, entouré par une multitude de ses membres de famille, amis et connaissances, a refusé de répondre aux questions des médias. La joie était à son comble pour les membres des 23 bénéficiaires de la mesure de grâce présidentielle. Depuis la prison centrale de Makala, Cyril Milando pour Top Congo FM. Et pour Steve Kapende, deuxième fils de Edi Kapende, cette libération est un soulagement et en même temps une victoire. Il continue de clamer l'innocence de son père dans l'assassinat de feu Laurent Désiré Kabila. On l'écoute au téléphone de Isabelle Mouengo. Notre père vient de passer près de 20 ans en prison. Ce n'est pas une chose facile et que je ne souhaite à personne d'ailleurs. Et puis la justice dit en ces termes que mieux vaut avoir un criminel en liberté que de condamner un innocent. Donc nous avons toujours décrié cette injustice-là et le président Félix Tshisekedi vient de nous rendre grâce. Donc nous devons lui en remercier. Donc au nom de tous les enfants du colonel Edi Kapende, nous disons merci au chef de l'État et nous vous présentons en cette
ce début d'année, nos meilleurs vœux pour cette année. Et puis nous demandons à Dieu de l'aider à mettre la justice au sein de son mandat. Alors, comment avez-vous vécu cette vie sans votre papa, le colonel Eddie Kapend, près de 20 ans durant? Vous savez, en 20 ans, il se passe beaucoup de choses. Nous avons raté beaucoup de choses. Donc, ça a été difficile pour lui particulièrement en premier. Et puis, nous, ses enfants, nous en avons aussi beaucoup souffert. Vous savez, vivre une vie tout en sachant que son père est condamné à mort, c'est une vie avec stress, inquiétude. Steve Kapend, deuxième fils d'Eddie Kapend, qui répondait aux questions de Isabelle Moengo. Et alors que plus de 20 personnes ont quitté la prison centrale de Makala, maître Pascal Niembo, directeur général du Centre d'expertise et d'évaluation certification des substances précieuses et semi-précieuses, et lui, placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Il vient d'être transféré à la prison centrale de Makala ce vendredi avant midi. Il est accusé de détournement des deniers publics, faux usage de faux. D'après maître Tishik Fataki, membre du collectif de ses avocats, la procédure n'a pas été respectée. Leur client est victime d'acharnement. On l'écoute. Je vous confirme cette information. Il venait d'être transféré à Makala depuis ce matin contre toute attente, alors que depuis hier, il n'était pas encore placé sous mandat d'arrêt provisoire. Nous n'avons pas compris comment cela a été organisé dans ce sens-là, mais nous allons suivre la procédure comme il se débat. C'est le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Mais nous regrettons que notre pays tend à perdre quand même, à ternir gratuitement l'image de sa justice, parce qu'on reprocherait à maître Pascal Niembo les faux en écriture et son usage. On lui reprocherait encore les détournements des deniers publics. Mais parce que la phase d'instruction préjudictionnelle est secrète, nous nous réservons de vous détailler tous les contenus de cet aspect de la première phase de la procédure. Mais ce que la population doit comprendre, maître Pascal est gratuitement poursuivi et il fait l'objet d'un acharnement. Nous n'allons pas désarmer, nous sommes prêts à lui défendre avec tout arsenal juridique possible, parce que nous osons croire que c'est seule la justice qui élève une nation. Maître Fataki Tishik, il est membre du collectif des avocats de Pascal Niembo, directeur général du Centre d'expertise et d'évaluation et certification des substances précieuses et semi-précieuses, transféré depuis ce vendredi avant midi à la prison centrale de Makala. Répartition des postes au sein de l'Union sacrée. Moïse Katumbi n'exige rien, c'est ce qu'affirme en tout cas Francis Kalombo, bien qu'il soit à la tête du regroupement politique de plus de 70 élus. Selon le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi rentre à Kinshasa pour notamment poursuivre les discussions avec le chef de l'État et échanger avec l'informateur, mais il n'exclut pas la possibilité de discuter des noms des candidats à présenter à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Francis Kalombo, porte-parole adjoint du président d'Ensemble pour la République, est ici au téléphone de Barik Bouema. Il est vrai qu'il va venir et il a promis qu'il allait revenir pour continuer les discussions qu'ils avaient entamées et avec le chef de l'État. Maintenant qu'il y a un informateur, il est tout à fait normal et logique que cet informateur puisse échanger aussi avec le président Moïse Katumbi. Il discutera avec les élus et même les hauts cadres de l'Ensemble pour la République. Il se raconte également que Moïse Katumbi, à la tête d'un regroupement de plus de 70 députés, réclamerait la part des lions, c'est que refusent certains leaders au sein de l'Union sacrée. Écoutez, Moïse Katumbi n'a jamais réclamé la part des lions, ni n'a jamais participé pour réclamer des gâteaux. Moïse Katumbi vient pour rechercher le bien-être des Congolais. Moïse Katumbi n'oblige rien, il n'exige rien, mais il est à la tête d'une équipe et l'équipe est tout à fait normale en train d'échanger là-dessus. Mais notre préoccupation, ce ne sont pas figées par rapport au poste, mais qu'est-ce que nous faisons? Il n'a jamais exigé des postes, donc il vient en apportant sa contribution pour le bien-être des Congolais. Point barre. Moïse Katumbi ne vient même pas discuter des noms des candidats à présenter à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le bureau définitif, si cela est décidé au sein de l'Union sacrée et qu'on lui poserait la question, il apportera sa contribution. Francis Kalombo, porte-parole adjoint du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, il répondait aux questions de Barik Bouema. Audit du bureau Janine Mabunda, les inspecteurs de l'IGF sont signalés à l'Assemblée nationale pour un contrôle financier du bureau déchu. Un membre du bureau d'âge qui confirme avoir vu les inspecteurs de l'IGF dans l'enceinte de la Chambre basse du Parlement indique que son bureau attend d'échanger avec ces inspecteurs pour s'enquérir davantage sur leur mission. Contacté par votre radio, un membre du cabinet déchu indique que l'inspection générale des finances n'a pas compétence d'auditer l'Assemblée nationale, notamment sur le plan financier.
Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence, utile de Kinshasa. Près de 15 Kuluna ont attaqué la nuit de ce vendredi une famille à Rigini sur l'avenue Niembo. Ils ont coupé à la machette 3 filles membres de cette famille. L'une d'entre elles est dans un état critique. Ces jeunes gens ont tout emporté. Pour Polycarpe Lusamba, l'un des membres de la famille victime indique que ce qui vient de se passer est inacceptable. Il demande que justice soit faite. On l'écoute. Ma famille a été victime d'une agression des gens appelés les Kuluna, qui sont entrés et ont massacré les filles de la famille, 3 filles de la famille. Ils ont fermé les portes de tous les voisins, notamment les garçons. C'est comme si on les avait indiqué que là où il y a les filles, ils ont cassé la porte, ils ont agressé les filles sauvagement. Ils les ont coupées à la machette. L'une d'entre elles est entre la vie et la mort. Elle est à Rigini, à un hôpital à Rigini ici. Père Rafa à Rigini ici, elle est entre la vie et la mort. On est en train de se battre avec elle pour qu'on l'amène à l'hôpital. Il faut un scanner. Ils ont coupé la tête jusqu'à atteindre presque la crâne du cerveau. Un crime odieux qu'il faudrait dénoncer et qu'il faudrait punir et poursuivre. Il n'y a pas eu une police à proximité? Il y a une petite police qu'on appelle sociale. Ces gens-là sont très inefficaces, incapables. Ils n'ont même pas intervenu. Pensez-vous porter plainte? La plainte est déjà déposée. Nous sommes en train de suivre les démarches du côté judiciaire. La plainte est déposée. Polycarpe Lusamba, membre d'une famille victime d'agression cette nuit. La famille a reçu la visite de 15 bandits communément appelés Kuluna. 3 filles ont été coupées à la machette. Insécurité dans la province du Kasaï oriental. Des cas de vol sont enregistrés dans certains quartiers de la ville de Mbujimaï. Il y a quelques heures, les bandits ont fait incursion dans le bureau communal de la Mouya où plusieurs biens de bureau ont été emportés, des biens de valeur également. Une situation qui suscite des polémiques au moment où un couvre-feu s'observe dans cette partie du pays. Détail avec Nicolas Kazadi. L'insécurité est une affaire des saisons dans la province du Kasaï oriental. Ça va, ça vient et cela fait partie du quotidien. Le maire de Mbujimaï rapporte qu'au-delà des cas sporadiques enregistrés dans différents quartiers, cette fois-ci, c'est les bureaux de la commune de la Mouya qui a été victime il y a de cela quelques heures. Une importante somme d'argent a été importée et plusieurs fournitures des bureaux portés disparus, indique Louidon Toumba Chaputa. Il s'agit de la commune de la Mouya où des inciviques sont entrés là-bas. Ils ont volé quelques histoires au service de la mer et consorts. Et comme nous sommes dans une période de couvre-feu, il y a de temps à autre des personnes qui profitent pour entrer chez des gens et voler. La police est en train de se mettre, vous savez. Les gens profitent, ils savent que la police tourne et il y a des coins où la police est en permanence et ils étudient, ils vont là où il n'y a pas la police, ils viennent faire des petites choses, des petits vols. Cette situation inquiète et fait polémique au sein de la population locale, car ces cas de vol sont enregistrés au moment où sévit un couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Il vous souviendra que le chef-lieu du Kasaï oriental avait enregistré en fin d'année 2020 plus de 5 cas de justice populaire à cause de l'insécurité qui a du mal à prendre fin dans cette partie de la RDC. Mbujimaï, Nicolas Kazadi. Top Congo FM. Et en Ituri, c'est un calme précaire qui s'observe dans la localité de Lengao, localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia, après les échauffourées observées hier entre un groupe de personnes qui protestaient contre l'interpellation d'une soixantaine de civils après un bouclage mené par les forces de l'ordre dans cette partie du pays la nuit de mercredi à jeudi. L'armée annonce un bilan provisoire de 3 miliciens FPCI accusés d'une infiltration parmi les manifestants tués. Franck Assanté revient sur cet élément. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Ngongo, 3 présumés miliciens des forces patriotiques pour l'intégrationniste du Congo, FPIC, communément appelé Tinakilima, infiltrés parmi les manifestants, ont été tués par les forces de l'ordre pour empêcher le pire. Mais d'autres sources concordantes dans la région avancent un bilan d'au moins 7 morts, dont un policier, les civils, y compris les miliciens, mais également les chefs du secteur opérationnel des FARDC en Ituri, le général Yav, blessé car il tentait de calmer les manifestants dans cette zone. Information non confirmée jusqu'à présent par l'armée congolaise. Ces manifestants ont abouti à créer des psychoses au sein de la population dans la région. Des milliers d'habitants résidant dans les quartiers environnants de la ville de Bunia ont décidé de rejoindre le centre-ville, craignant pour leur sécurité. Actuellement, c'est un calme précaire qui règne dans cette entité. La police affirme avoir initié ce bouclage dans le cadre de détecter les présumés miliciens de ce groupe armé précité, soupçonnés d'être assimilés parmi la population locale de cette région. Un bouclage qui a conduit à l'interpellation de 67 personnes
et une arme marque AK-47 récupérée et d'autres effets de guerre également récupérés. Bounia, Franck Assanté, Top Congo FM. Franck Assanté. Insécurité et massacre à répétition dans l'est du pays. Un élu de l'Ituri soupçonne des complicités au sein de l'armée nationale et exige une enquête. Le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan l'a signifié dans une correspondance adressée à l'auditeur général avec copie pour information, notamment au président de la République. Il dénonce une collaboration entre certains officiers des FARDC et des leaders des mouvements armés dans ces 3 provinces de l'est du pays, à savoir l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Le député Gracien de Saint-Nicolas Irachan évoque notamment les ventes des munitions et armes de guerre aux assaillants et des planifications communes d'affrontements spectaculaires dans le but d'obtenir des frais financiers du gouvernement ainsi que des exploitations anarchiques des ressources naturelles dans les régions contrôlées par les groupes armés. Information qu'il affirme avoir obtenue des leaders communautaires. Je vous laisse suivre le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan. Selon des leaders communautaires, militaires et policiers avec qui j'ai personnellement échangé sur terrain dans les 3 provinces, cette collaboration porte sur les ventes de munitions et armes de guerre, des planifications communes d'affrontements spectacles, dans le but d'obtenir juste des frais financiers du gouvernement, des trahisons des positions militaires pour permettre aux groupes armés de s'approvisionner en logistique militaire, des opérations financières retour autour des vivres et médicaments par les fournisseurs et des exploitations anarchiques organisées dans les zones sous contrôle groupe armé. Nous ne pouvons plus accepter la continuité de ces pratiques à l'origine du malheur de nos compatriotes de l'Est d'il plus de 15 ans, à l'ère où les chefs de l'État prônent une union sacrée pour le rétablissement durable de la paix et sécurité dans le pays. D'où est-ce que la plupart de ces officiers militaires et policiers tirent les richesses? Ils ont des immeubles, des grandes constructions, des gros charrois automobiles, des familles qui étudient en Europe, en étranger, partout dans le monde. En tout cas, ce sont des enrichissements illicites et ça constitue même des indices de corruption et de trafic au sein de l'armée et de la police. Le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan qui était au micro de Dominique Dinanga. Difficile cohabitation entre population éleveurs et cultivateurs dans la province du Haut-Touélé. Le gouverneur Christophe Bassiani Nanga a échangé avec une délégation d'éleveurs EMA à Isiro. L'entretien a tourné autour des mécanismes de rationalisation de la gestion de ces secteurs qui échappent largement au contrôle du pouvoir provincial pour le transformer en ce qui est considéré comme menace par la population locale, une industrie pourvoyeuse de recettes pour le développement du Haut-Touélé. Christophe Bassiani Nanga a invité ses opérateurs économiques à quitter l'élevage traditionnel pour un élevage plus moderne en capitalisant les atouts de la province. Au sortir de cette audience, Pélé Kaswara, chef de la délégation, s'est dit satisfait. On l'écoute. Il y avait un problème de malentendu qui avait déjà trouvé solution par rapport à cette mesure interdisant l'octroi des espaces de pâturage aux éleveurs. Je pense que c'est une question qui a vraiment trouvé solution au niveau des autorités. Il y a un problème de l'insécurité, c'est une question qui a aussi trouvé solution. L'autre point, c'était sur la participation du secteur élevage dans le développement de la province. Nous avons suffisamment échangé avec le gouverneur et qu'un travail de fond doit être fait avec ses services techniques. Nous sortons de cet entretien satisfaits de cet entretien. Ce ne sont pas les éleveurs Hema qui se disent Hema, mais ce sont plutôt les autres qui nous identifient comme des éleveurs Hema. Et autrefois, on croyait que les Hema ne sont pas congolais, mais nous avons trouvé que les autorités provinciales persistent, signent et ils nous rassurent la sécurité comme tout citoyen congolais. Mais ils veulent à ce qu'on s'organise dans des coopératives, que ça soit qu'on quitte cette étape de l'élevage traditionnel, qu'on puisse envisager un élevage moderne, améliorer les races. Dans la ville de Béni, on parle d'une vive tension ce vendredi entre taximens venus du territoire et leurs collègues de la ville, la population ainsi que la police. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène près de la mairie de Béni. Tout l'avant-midi, les manifestants protestent contre le bouclage des motos ne disposant pas des plaques d'immatriculation, plaques qui coûtent $25 pour les manifestants. Les prix de ces plaques d'immatriculation est exorbitant, tenant compte du contexte actuel et surtout du contexte de la région qui connaît plusieurs déplacements de la population qui manque des ressources. Erickson Louemboué nous en dit plus.
Jusque les après-midi, les taximens déplacés du territoire et leurs collègues de la ville de Beni étaient visibles le long du boulevard Nyamwisi. 8 ans de tuerie, nous ne travaillons pas. Qu'il ait pitié de nous. Ce n'est pas dire que nous n'allons pas payer. Nous paierons si la situation sécuritaire se rétablit. Nous sommes en colère que 25 $ dans la vie d'aujourd'hui, c'est très cher. Les massacres ont déjà perturbé notre situation à Moutouanga. Je supplie le gouvernement de baisser le prix. Nous recommandons au ministre des Finances de surseoir ces plaques d'immatriculation. Dans quelques jours, ne vous pas, il va démissionner. Une foule de manifestants en destination de la mairie a été réprimée à coups de bombes à gaz lacrymogène et balles réelles. Le sénateur Jean Baoumbilia s'est dit préoccupé. On exige que la population puisse acheter ces plaques-là. Mais une population qui est déjà paupérisée, qui n'a pas les capacités nécessaires pour pouvoir acheter, c'est de demander au gouvernement provincial quelle solution la meilleure ils peuvent trouver pour payer. Que les partis se mettent ensemble et discutent. Un calme précaire s'observe sur la ville. Les activités restent paralysées. Erickson Louhemboué, Beni, Top Congo FM. Et dans la ville de Beni, le chargé de communication de la police nationale congolaise, Nasson Mourara, affirme avoir interpellé une vingtaine de manifestants. Situation similaire en ville de Butembo, toujours au Nord Kivu, où des altercations ont opposé taximens et forces de l'ordre. À la base, le bouclage de toutes les motos sans plaque. Cette situation est à la base de la paralysie de transport en commun et partiellement des activités socio-économiques. Un mort, un écolier de 12 ans atteint par une balle perdue, mais les autorités locales nuancent car d'après elles, les forces de l'ordre ne sont pas arrivées du côté nord-ouest où ce drame a été enregistré. Détail avec Roger Mouliata. À l'origine de cette tension entre la police et les taximens à ville de Butembo, les bouclages de toutes les motos sans plaque d'immatriculation sur toute l'étendue du Nord Kivu, y compris cette ville. C'était déjà à 9h local lorsque les altercations ont commencé à opposer les deux camps. Des tirs de balles réelles ont été attendus au centre-ville de Butembo. Des gaz lacrymogènes lancés pour disperser les manifestants. Ces derniers s'attaquaient aux forces de la police par les jets de projectiles sur les artères principales de la ville. Une situation qui a débouché sur la paralysie d'activité relative au transport en commun, voire socio-économique. Au cours de ces échauffourées, des dizaines de blessés, soit par accident, soit par pierre jetée par les manifestants ainsi que la police qui s'en est servie, ont été enregistrés. Ces blessés ont été conduits dans différentes structures sanitaires de la ville, certains par la police elle-même et d'autres par des volontaires motards. Aux côtés de ces blessés, le signal est mort du côté nord-ouest de la ville de Butembo. Il s'agit d'un enfant d'environ 12 ans qui a été atteint par balle perdue, tirée lors de la dispersion. Cependant, le maire Sylvain Boussa Kanyamanda promet des enquêtes afin de vérifier la base de cette mort, étant donné que selon lui, les forces de l'ordre ne sont pas arrivées de ses côtés lors de cette opération de bouclage. Certains conducteurs de motos contactés à ce sujet justifient leur opposition à l'achat de ces plaques par la précarité de la situation sécuritaire dans la région. Allusion faite particulièrement à la persistance des massacres des civils à Beni, une situation pour laquelle ils exigent une solution urgente de la part des autorités du pays. Butembo, Roger Mouliata, Top Congo FM. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo, oh yeah. Top Congo FM est à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Oh yeah. Sur Radio-Télévision Epidei 88.4 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. On parle des sinistrés des pluies diluviennes du 25 et 26 novembre 2019 qui restaient à la maison communale de Lemba en attendant une solution définitive leur promise par le gouvernement central après avoir obtenu une solution palliative de la part du gouverneur de la ville pour rentrer dans leur famille. Certains sont rentrés réoccuper les sites sinistrés. Une grande crainte pour le bourgmestre de la commune de Lemba. Jean Saka craint que le pire n'arrive avec d'autres pluies. Il appelle le gouvernement central à apporter à ses compatriotes une solution définitive. Jean Saka est au micro de José Ipachi.
Nos compatriotes sinistrés qui habitaient la maison communale de Lemba sont effectivement partis, mais ils ne sont pas partis parce qu'il y a une solution définitive, mais il y a une solution partielle obtenue du premier citoyen de la ville de Kinshasa, son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, que je remercie en passant. Et la solution définitive, promesse ferme du gouvernement central, jusqu'à la minute où les auditeurs nous suivent, où la solution définitive n'est toujours pas arrivée. Je serais vraiment le plus malheureux s'ils doivent rentrer encore à la maison communale. Il y a certains qui reviennent tous les jours nous poser des questions sur ces dossiers. Il y a même ceux qui sont rentrés dans les lieux où les sinistres étaient arrivés. Je crains qu'il y ait encore des dommages plus graves que les dégâts que nous avons enregistrés le 25 et le 26 novembre 2019. En tout cas, le fait que ces compatriotes soient rentrés dans ces sites, n'attendons pas qu'il y ait un deuxième drame. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires humanitaires, Solidarité, s'il vous plaît, si vous pouvez faire diligence pour aider ces compatriotes à trouver une solution humaine définitive. Le bourgmestre de la commune de Lemba au micro de José Ipachi. Coupure des chaînes congolaises sur satellite. La RDC n'a pas payé la facture de RASCOM, Organisation régionale africaine des communications par satellite. Le ministre de la Communication et Médias qui confirme cette information précise que la République démocratique du Congo a payé un acompte, mais RASCOM exige la totalité de son argent. David Jolino Makelele révèle qu'après négociation, la totalité de cette facture s'élève à $500,000 américains, mais la RDC a déjà payé plus de $380,000, pointant d'un doigt accusateur des médias et a migré vers RASCOM et qui ne paye pas ce qu'ils doivent à l'État. Jolino Makelele prévient qu'il va assainir le paysage médiatique congolais. En attendant, il rassure que les négociations sont en train d'être menées pour que les médias émettent à nouveau sur satellite d'ici ce week-end. Le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, au téléphone de Barik Bema. Nous avons conclu avec RASCOM un nouveau contrat qui a commencé, pris effet au mois d'octobre de l'année passée et qui échoua au mois d'octobre de cette année. Et il était question qu'on paye la totalité. Nous avons discuté avec eux pour que nous en arrivions à payer au moins le 3/4 de ce montant. Nous avons payé le 3/4 du montant, même si c'était fait en retard. Et donc nous constatons que ça n'a pas satisfait RASCOM, de sorte qu'il faut qu'on paye le solde de manière à régler cette histoire, mais ce sera fait en tout cas, si pas aujourd'hui, en tout cas en début de semaine. Vous nous avez dernièrement dit que la facture de RASCOM s'élevait à $780,000 par an et que vous étiez en train de négocier pour qu'elle soit revue à la baisse. Les négociations n'ont donc pas abouti. Non, les négociations ont abouti parce que la facture actuellement, elle est de l'ordre de $500,000. Donc l'État congolais doit à RASCOM un peu plus de $200,000 américains. Après le premier paiement de $380,000, il restera quelque chose comme $120,000. Entre mercredi et jeudi, je crois que nous aurons déjà conclu tel que nous l'avons promis à RASCOM. En attendant, nous restons coupés. Non, nous ne serons pas coupés parce que nous négocions, nous sommes aussi des responsables. Nous avons approché les gens des RASCOM et je crois savoir que si pas demain, en tout cas en début de ce lundi, nous serons rétablis. Mais notre espoir est que ce soit fait demain. David Jolino Makelele, il est le ministre congolais de la Communication et Médias. Il était joint au téléphone par Barik Bouema. La route nationale 1 est à nouveau menacée de coupure au village Banda, à près de 45 km de Kikwit, allant vers Chikapa, suite aux têtes d'érosion qui ne cessent de progresser. Et au niveau de la rivière Mouinza, à 15 km de Kikwit, il ne reste que 1,5 mètre d'espace de circulation. Le maire de la ville de Kikwit, le maire adjoint Jean-Claude Mangala, qui alerte, appelle les autorités centrales à prendre des mesures urgentes pour l'entretien et la réhabilitation de cette route. Jean-Claude Mangala a été joint par Jonathan Messa. Il y a un problème. La route est devenue impraticable aux environs du village Banda, après le village Luano. Donc, si vous allez vers 122, vers Chitapa, après le village Luano, jusqu'à l'entrée de Gounigou. Tout ce tronçon-là, aujourd'hui, est dans un état impraticable. Il est difficile de franchir ce tronçon, même par 4x4. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités, au chef de l'État, au gouvernement central, pourquoi pas, pour que l'on puisse rapidement intervenir. Sinon, vous savez que c'est la route nationale numéro 1. Sinon, en tout cas, le trafic sera coupé entre le Kassai et le Grand Bandundu. Donc voilà, c'est vraiment un problème sérieux. Du côté Carrefour aussi, c'est le même problème.
Kakoy, c'est justement 15 km de Kikwit. La route est vraiment menacée, c'est très très menacé. Donc il y a un problème des érosions effectivement, et il y a aussi l'entretien qui pose problème. Et sur le plan économique, si la route est coupée, c'est un problème sérieux. Les trafics entre Kinshasa même et les Blancs Kassai, il sera coupé. Jean-Claude Mongala, il est le maire adjoint de la ville de Kikwit. Il répondait aux questions de Jonathan Messa, permanent de Top Congo dans la province du Kwilu. La Direction générale des douanes et accises a mobilisé plus de 4,565 milliards de francs congolais en 2020, soit un taux d'exécution de 44,16% des assignations budgétaires. Cela ressort de la 15e réunion des directeurs des douanes et accises clôturée hier jeudi à Kinshasa. Le directeur général de la DGDA déclare avoir multiplié des stratégies pour la maximisation des recettes en 2021. Rémi Moulingati nous donne plus de détails. Comparativement aux assignations du collectif budgétaire de la Direction générale des douanes et accises de l'année 2019, l'exercice 2020 a connu une baisse des mobilisations pour les comptes du Trésor public, a déclaré le directeur général de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouti. Cette tendance baissière de performance dans la mobilisation des recettes s'explique principalement par cette pandémie qui paralyse l'activité économique, et nous nous sommes attelés à définir techniquement les mesures correctives concrètes au niveau central et provincial. Des stratégies ont été mises en place à la 15e réunion des directeurs des douanes et accises afin de contourner ces défis en 2021. Notamment sur l'évaluation correcte, la définition des règles d'origine, mais aussi nous insistons sur les recettes locales, notamment sur ce qui concerne les droits d'accises. Nous avons mis en place un logiciel qui va nous permettre de pouvoir collecter au mieux les droits d'accises qui pourront quelque peu compenser cette perte qui sera consécutive à l'entrée dans la zone de libre-échange continentale africaine. Mais aussi aux opérateurs économiques, nous allons mettre en place certains outils comme le statut d'opérateur économique agréé, de façon à leur permettre d'emmener leurs marchandises, mais dans une coopération franche. Par la même occasion, ces derniers a exhorté les directeurs provinciaux l'impérieuse nécessité de réaliser les prévisions budgétaires assignées à leurs entités respectives qui constitueraient des minima. Rémi Moulingati, pendant ce temps, il faudra dire qu'il n'y a pas d'avis de recrutement ces jours à la DGDA, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ont assiégé la banque chargée de leur paye pour exiger leur salaire. Plus de 500 enseignants nouvelle unité du Sud Kivu alignés à la paye depuis octobre 2020 n'ont toujours pas été payés. Ils ont manifesté jeudi et vendredi devant la banque, perturbant ainsi la circulation. D'après Jacques Chirimwami, secrétaire exécutif provincial du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques au Sud Kivu, d'autres actions sont prévues si la situation de ces enseignants impayés n'est pas régularisée. Ils menacent d'observer un sit-in illimité devant cette banque. Jacques Chirimwami. La TEMB vient de réaliser 3 mois sans payer plus de 500 enseignants. La TEMB a reçu le salaire des enseignants depuis le mois d'octobre. Retenez que le gouvernement congolais a payé 58 000 nouveaux enseignants. Et parmi eux, il y a un nombre qui a été affecté à la TEMB. Nous prions le directeur de la Banque centrale, qui est le président du comité de suivi de la paix, Kayembe, de voir comment il peut régler cette situation qui est en train de s'empirer avec la gestion des manques au Sud Kivu. Vous savez qu'à part ça, il y a même la fois passée, les enseignants étaient chassés à la BCDC par des gaz lacrymogènes parce qu'ils sont venus réclamer les salaires. On comprendrait encore parce que c'était un mois. Vous savez que la FBN Bank, n'en parlons pas. Lorsqu'il y a payé, son distributeur ne fonctionne pas. Mais quand on demande que ces FBN Bank puissent payer les enseignants sur base de la paye manuelle, c'est-à-dire en complétant les documents là de la banque n'accepte pas. Elle impose les gens, les distributeurs qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça qu'ils payent soit 5 ou 10 enseignants par jour. Et leur paie peut terminer même 2 mois. Jacques Chirimwami, il est le secrétaire exécutif provincial du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques dans la province du Sud Kivu. Les transporteurs des poids lourds ont reporté leur grève pour le 11 janvier prochain. L'annonce est du président du syndicat des conducteurs des poids lourds. Pour André Tikoji, ce report vise à permettre à toutes les sociétés de transport de se préparer en conséquence pour observer ce mouvement de grève qui a pour but de protester contre l'insécurité sur la nationale 1 sur le tronçon Kinshasa-Matadi. André Tikoji l'a dit au micro de Béro Matanda.
Vu toutes les bêtises que nous avons enregistrées avec les anciens collaborateurs dissidents qui font tout pour torpiller le mouvement enclenché qui avait bien commencé, sûrement soutenu par des gens dans l'ombre, tous les membres avec moi, nous avons décidé de faire un report de ce mouvement pour le lundi 11. Donc, j'informe aux patrons, les responsables des entreprises, à tous les membres que le lundi, il n'y aura pas de trafic. Et nous donnons le temps à toutes les sociétés de pouvoir vider leur programme afin de nous permettre que le lundi, il n'y ait point de véhicules sur la route. Nous n'allons pas accepter des dérogations. Nous voulons que l'État nous aide à terminer ce problème de l'insécurité accentué par la barrière de Mitendi. Et nous demandons la compréhension de tout le monde. C'est pas bon d'utiliser un chauffeur mécontent parce qu'il a reçu un ordre par peur de perdre son emploi. Dans le stress de la nuit et tout ça, le pire peut arriver. Vous pouvez perdre un véhicule. Que le mouvement de revendication du travail, qui est un droit légitime de tout travailleur, soit respecté à la fois par nos employeurs et les autorités nous assistent pour qu'il y ait l'ordre dans ça. André Chikoji fait partie des syndicalistes des transporteurs des poids lourds. Il était au micro de Béro au Matanda. Des hippopotames à Katogoto et ses environs dans la plaine de la Ruzizi, source d'insécurité. Ces bêtes détruisent les champs et happent même certaines personnes jusqu'à occasionner des morts. Les habitants de cette partie du Sud Kivu s'inquiètent et alertent déjà les autorités. Grâce Lola. La population des Katogota, un groupement d'Itara Luvungi dans la plaine de la Ruzizi, décrit ces dépassements de bord d'un grand nombre d'hippopotames et qui sont loin d'être inoffensifs. Elle établit un bilan de 4 personnes happées par ces bêtes depuis novembre 2019. La société civile locale hausse les tons et plaide pour l'implication du service de l'environnement pour voir comment maîtriser ces animaux qui constituent un danger pour la population qui vit généralement de l'agriculture et de la pêche. Mibanda Shingire Mika, acteur de la société civile de Katogota. En ces jours, vraiment pour nous c'est un danger parce qu'il y a débordement de ce bête, ce qu'on appelle l'hippopotame. Ils quittent la rivière Ruzizi pour se rendre à plus de 3 km du village. Ils ravagent des champs, ils circulent même pendant la journée, on les observe dans les quartiers. On a enregistré plus de 4 cas qui ont été victimes, 4 décès causés par les hippopotames. Il y a eu plus de 4 victimes qui ont été ratées par les hippopotames. Les champs sont vraiment ravagés par ces derniers. Dans les blocs de Kaboya, on dirait que c'est un pâturage pour les hippopotames. Vous trouverez presque à partir de Kamanyola, Katogota, Luvungi, voire même Bouguera. Je demanderai aux autorités de voir comment encadrer ce bête, sinon ils auront au moins considéré le bête que les humains. Or ça c'est inhumain, de voir comment gérer les animaux. Plusieurs exploitants agricoles à Luvungi abandonnent déjà leurs champs par crainte de croiser ces bêtes. De Bukavu, Grâce Lola pour Top Congo FM. Alors que les autorités du Kasaï oriental s'apprêtent à déclarer la fin de l'épidémie de choléra, 2 nouveaux cas ont été notifiés hier jeudi dans cette partie du pays. C'est le médecin épidémiologiste de cette province qui l'a annoncé vendredi. Dr Ntsumbu Katende rapporte que ces 2 malades proviennent des zones rurales où la consommation de l'eau des rivières environnantes demeure monnaie courante. Il indique par ailleurs que leur prise en charge est assurée et les échantillons ont été transférés à l'INRB pour plus de précisions sur ces cas. Le médecin épidémiologiste du Kasaï oriental a été joint par Nicolas Kazadi. C'est pas encore terminé parce que dès qu'on a un cas de choléra, c'est toujours un problème. Il se fait qu'il y a un long temps où nous n'avons pas beaucoup de cas. Nous avons enregistré 2 cas de choléra. D'ailleurs, c'est hier qu'on a eu 2 cas de choléra. Mais il faut noter que les examens sont faits et nous avons expédié à Kinshasa. Parce qu'à une période comme celle-ci, comme on est vraiment à la queue, on ne sait pas si il n'y a pas de confusion entre les différentes diarrhées. Nous avons d'abord prélevé aussi et envoyé à Kinshasa pour voir les résultats. Mais sinon, s'il faut se référer à la définition des cas, nous avons eu 2 cas de choléra hier qui sont là. Nous avons des intrants pour ça. Nous avons même aussi quelques partenaires sur terrain qui nous appuient dans le maintien du système même que nous sommes en train d'appliquer, dans la maintenance du centre de traitement que nous avons.
Quelques brèves en dehors de la RDC avant de nous séparer. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 14 janvier en Ouganda, le candidat Bobi Wine a annoncé lors d'une conférence de presse en ligne jeudi le dépôt d'une plainte par ses avocats à la Cour pénale internationale contre le président Yoweri Museveni et d'autres officiels. Durant la conférence, perturbée quelques instants par l'interpellation de l'opposant sorti de force de son véhicule par des policiers, les avocats ont détaillé le dossier reçu par l'institution judiciaire. Et en Côte d'Ivoire, les plateformes d'opposition ont dit hier leur détermination à présenter un candidat unique par circonscription pour remporter ces élections à venir. L'opposition va aux législatives unies en rang serré, clame à la une le journal Nouveau Réveil, proche du PDCI, parti créé par Félix Houphouët-Boigny et aujourd'hui présidé par Henri Konan-Bédié. La fréquence utile de Kinshasa. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Fin de cette édition d'information, retenez pour l'essentiel, Edi Kapende est sorti de prison ce vendredi après près de 20 ans passés en Ces personnes étaient impliquées dans l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, selon le vice-ministre de la Justice faisant fonction du vice-premier ministre. Ministre en charge de la Justice, cette grâce présidentielle n'efface pas les crimes. Top Congo FM. Répartition des postes au sein de l'Union sacrée, Moïse Katumbi n'exige rien, c'est ce qu'affirme Francis Kalombo. Bien qu'il soit à la tête du regroupement politique de plus de 70 élus selon son porte-parole adjoint, Moïse Katumbi rentre à Kinshasa pour notamment poursuivre les discussions avec le chef de l'État et échanger avec l'informateur, mais il n'exclut pas la possibilité de discuter des noms des candidats à présenter à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Top Congo FM. Audit du bureau Janine Mabunda, les inspecteurs de l'IGF sont signalés à l'Assemblée nationale pour un contrôle financier du bureau déchu. Un membre du bureau d'âge qui confirme avoir vu les inspecteurs de l'IGF dans l'enceinte de la chambre basse du Parlement indique que son bureau attend d'échanger avec ces inspecteurs pour s'enquérir davantage de leur mission. Contacté par votre radio, un membre du cabinet du bureau déchu indique que l'inspection générale des finances n'a pas compétence d'auditer l'Assemblée nationale, notamment sur le plan financier. Top Congo FM. Les sinistrés des pluies diluviennes du 25 et 26 novembre 2019 qui restaient à la maison communale de Lemba attendent toujours une solution définitive leur promise par le gouvernement central. Après avoir obtenu une solution palliative de la part du gouverneur de la ville pour rentrer dans leur famille, certains sont rentrés habiter sur le lieu du sinistre. Une grande crainte pour le bourgmestre de la commune qui demande une intervention urgente du gouvernement central. Top Congo FM. Coupure des chaînes congolaises sur satellite. La RDC n'a pas payé la facture de RASCOM, Organisation régionale africaine de communication par satellite. Le ministre de Communication et Médias qui confirme cette information précise que la RDC a payé un acompte, mais RASCOM exige la totalité de son argent. David Jolino Makelele révèle qu'après négociation, la totalité de cette facture s'élève à $500,000 américains et la RDC a déjà payé plus de $380,000 américains. Top Congo FM. Le Front commun pour le Congo prêt à faire l'opposition s'il s'avère qu'il a perdu la majorité parlementaire. C'est en tout cas ce qu'affirme le député national Félix Kabange-Numbi. D'après lui, la famille politique de Joseph Kabila n'a pas peur de faire l'opposition compacte et va prouver qu'elle n'a jamais bloqué l'action du président Félix Tshisekedi. Félix Kabange-Numbi est l'invité du magazine Face à Face à suivre juste après cette édition d'information avec Christian Lusakweno. Top Congo FM. Merci à Grace Lema qui nous a permis de vous atteindre. Merci à l'unité vidéo qui vous a permis de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe rédactionnelle Barik Bouema, Isabelle Mouengo, Cécile Ngomba. Merci à vous fidèles auditrices et auditeurs de rester fidèles au programme de Top Congo FM, votre radio. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par EasyChat de Telegram et Equity Bank.